Il n'aura fallu que 7 minuscules minutes pour ébranler les fondations d'une alliance vieille de plusieurs décennies. En un éclair, la relation franco-britannique est retombée dans sa pire tempête diplomatique depuis l'affaire de Suez, et l'équilibre même du bloc occidental s'est retrouvé sur la sellette. Starmer, tout juste descendu de son plaidoyer enflammé en faveur du pacte AUKUS, avait tenté de vendre cette manœuvre stratégique comme une évidence sécuritaire entre Londres, Washington et Canberra. Quant aux foudres françaises, il les balaya d'un revers de main, qualifiant leur indignation de réaction certes compréhensible, mais bien trop dramatique à ses yeux. Le regard fixe, sûr de lui Starmer, scrutait Sébastien Lecornu avec ce calme imperturbable et cette touche d'arrogance typiquement londonienne qui ont longtemps été la signature de Whitehall. Il était persuadé d'avoir livré un plaidoyer béton pour justifier la nouvelle orientation internationale du Royaume-Uni post-Brexit. Pourtant, dans la salle de conférence glacée par la climatisation, mais surtout par les non-dits, flottait un silence électrique. On sentait dans l'air cette tension sourde annonciatrice, non pas d'un simple accroc diplomatique, mais d'un séisme. Et pour cause, il ne s'agissait plus d'un énième désaccord sur une cargaison ou une frontière. Non, cette fois, c'était un duel idéologique, un clash frontal entre deux mondes. D'un côté, Starmer champion, d'une vision anglo-saxonne des alliances, misant tout sur les liens culturels et linguistiques, unissant Londres, Washington et Canberra, quitte à reléguer l'Europe au second plan. De l'autre, Lecornu tenant d'une approche fondée sur la parole donnée, la fidélité entre alliés historiques et un certain sens de l'honneur à l'ancienne. Deux visions de l'Occident, deux conceptions irréconciliables et un affrontement inévitable. Ce jour-là, un détail aurait dû éveiller les soupçons de Starmer. Pas un mot plus haut que l'autre chez Lecornu, mais dans son regard, c'était l'hiver nucléaire. Une politesse glacée, une retenue presque trop parfaite, tout le contraire de la cordialité franco-britannique habituelle, celle des poignées de main chaleureuses et des sourires contraints mais sincères. Ce calme trompeur cachait une déflagration, car sous le vernis diplomatique et les termes aseptisés du dossier AUKUS se nichait une blessure bien plus profonde que la perte d'un simple contrat. La France venait de réaliser que ceux qu'elle appelait encore alliés historiques n'avaient tous les pas hésité à la poignarder pour une poignée d'intérêts stratégiques. Et la suite allait faire trembler les fondations de l'Occident tout entier. En quelques heures, ce qui n'était qu'un accord opaque entre trois puissances devint une onde de choc mondiale. L'OTAN allait en ressortir fracturée et ce lien si particulier entre Paris et Londres semblait prêt à voler en éclats. Pour saisir la violence du choc, il fallait revenir à l'instant exact où la France, stupéfaite, apprenait par la presse étrangère que ses partenaires les plus proches avaient orchestré dans l'ombre une trahison millimétrée aussi froide qu'un scalpel chirurgical. Ce jour-là, tout semblait rouler comme sur des rails pour Naval Group, joyau de l'ingénierie navale française. L'entreprise peaufinait avec assurance un contrat pharaonique, 12 sous-marins conventionnels, à livrer à l'Australie pour un pactole de 35 milliards d'euros. Un chantier colossal taillé pour faire tourner les arsenaux français pendant 3 décennies, mobiliser des milliers d'ingénieurs et asseoir durablement la France comme pilier stratégique dans l'Indo-Pacifique région où la Chine avançait ses pions à grande vitesse. Mais à 20h45, ce calme industriel bascula dans l'irréel. Florence Parly, alors ministre des Armées, décrocha un appel aussi glacial que brutal. Au bout du fil, son homologue australien embarrassé mais implacable. D'un ton sec, il lui annonça que l'Australie tournait kazakh. Exit le contrat français. Canberra changeait de cap, optant en catimini pour un deal top secret avec Londres et Washington. À la clé, une technologie nucléaire si sensible que seuls les Britanniques y avaient jusque-là accès, et la France, elle venait de se faire sortir du jeu, sans avertissement. « Madame la ministre !» La voix de son homologue australien trahissait un malaise difficile à dissimuler. Il cherchait ses mots comme s'il annonçait une météo capricieuse plutôt qu'un séisme diplomatique. Nous avons décidé d'emprunter une autre voie technologique. L'euphémisme était élégant, presque poétique, mais derrière cette formule anodine se cachait une gifle de 35 milliards d'euros et 10 ans de coopération effacée d'un simple trait de plume. Ce n'était bien sûr rien de personnel.
Juste un pacte clandestin concocté dans l'ombre pendant des mois entre Canberra-Londres et Washington. Un accord si secret que même la décence avait été tenue à l'écart. Ce camouflet ne resta pas sans réponse. Et quelle réponse? Pour la première fois depuis 1778, la République française rappelait ses ambassadeurs des États-Unis et d'Australie, un geste fort, presque théâtral, mais historique. Macron, le visage fermé, dénonçait un coup de poignard dans le dos. Jean-Yves Le Drian, plus direct, parlait carrément de trahison. Et chose rare, sous la Ve République, toute la classe politique française, du rouge profond au bleu marine, faisait front commun. L'Angleterre et ses complices venaient de rallumer une vieille colère nationale et cette fois, personne ne faisait semblant d'être surpris. Mais le coup le plus rude pour Paris ne venait pas forcément de l'Australie. Il portait un accent britannique. Ce n'était pas tant le contrat perdu qui indignait l'Élysée, mais la duplicité raffinée du Royaume-Uni. Tandis que Boris Johnson fanfaronnait devant les caméras brandissant fièrement le drapeau d'un Global Britain, revigorés, les renseignements français, eux, tiraient peu à peu le voile sur une réalité bien plus sinistre. Londres n'avait pas été spectateur, ni même simple exécutant. Non, le Royaume-Uni avait discrètement tiré les ficelles dans l'ombre, poussant Washington à mettre Paris sur la touche pour rétablir un triumvirat anglo-saxon dans le Pacifique, comme au bon vieux temps de l'Empire. Et ce n'était pas une intuition ou une paranoïa hexagonale, mais des faits bien documentés. Des rapports confidentiels récupérés par les services français exposaient sans filtre ce que les Britanniques avaient planifié dès 2020. Le MI6 avait pointé du doigt le contrat franco-australien comme une menace directe à l'expansion stratégique de Londres en Indo-Pacifique. Et un mémo classé top secret du Foreign Office, plus tard révélé par le Canard enchaîné, enfonçait le clou avec un cynisme glacé. La domination française dans le secteur naval australien bloque nos ambitions post-Brexit. Il est temps de renverser la vapeur. Quand la nouvelle atterrit à l'Élysée, ce fut comme si une grenade avait explosé en plein Conseil de défense. Non seulement Londres avait gardé le silence radio vis-à-vis de ses amis français, mais pire encore, elle avait sciemment orchestré leur mise à l'écart d'un contrat colossal, le tout bien emballé sous le vernis d'une alliance militaire. Dans les couloirs feutrés du palais présidentiel, un conseiller de Macron lâcha furibond « On appelle ça comment vous ?» de l'espionnage industriel maquillé en coopération stratégique. Et 18 mois plus tard, la plaie était toujours béante. Le vernis diplomatique avait beau être recollé pour la galerie, les fissures, elles n'avaient jamais disparu. Starmer, arrivé à Matignon britannique en promettant de réparer les ponts avec l'Europe, avait bien offert quelques gestes symboliques, mais sur le fond, rien n'avait changé. Il avait reconduit mot pour mot la ligne dure de son prédécesseur. Pour lui, l'AUKUS restait l'épine dorsale de la défense occidentale et si la France traînait les pieds, c'est qu'elle n'avait pas encore digéré les réalités géopolitiques du XXIe siècle. Autrement dit, circuler, il n'y a rien à voir. C'est dans ce baril de poudre diplomatique que Starmer choisit de jeter son allumette. Lors du sommet du G7 à Hiroshima, il crut bon de relancer frontalement le sujet de l'AUKUS, comptant rallier la communauté internationale à la bannière étoilée du Royaume-Uni. Mauvais calcul, car en agissant ainsi, il ouvrait grand la porte à ce que l'écornu préparait depuis 1 an et demi. L'heure des comptes avait sonné et le Premier ministre français n'avait nullement l'intention de laisser passer sa chance. Depuis des semaines, Matignon travaillait dans l'ombre pièce par pièce à assembler un dossier, à faire trembler les fondations du storytelling britannique. Chaque note, chaque échange, chaque preuve d'arrangement opaque était soigneusement archivé. L'objectif allait bien au-delà d'un simple règlement de compte. Il s'agissait de dévoiler au grand jour le cœur pourri de la stratégie Global Britain, version post-Brexit, et de montrer que derrière les sourires diplomatiques se cachait une perfidie assumée. Dans les couloirs feutrés de l'avenue de Tourville, à l'abri des regards et des micros, une cellule discrète de la Direction générale de la sécurité DGS travaillait sans relâche. Leur mission déconstruire pièce par pièce l'énigme AUKUS. Chaque mémo, chaque email, chaque note diplomatique fut disséquée. À la tête de cette opération sensible, un homme au regard perçant, Bernard Bajolet, ancien patron de la DGSE
revenu aux commandes pour piloter ce dossier hautement inflammable. Lors d'un échange classé ultra confidentiel, il s'était tourné vers Lecornu avec un calme glacé. « Monsieur le Premier ministre, nous avons désormais la certitude que Londres n'a pas seulement agi dans notre dos, elle a consciemment sapé les intérêts français au nom de ses propres calculs stratégiques. Ce n'est pas une alliance, c'est une hostilité soigneusement habillée de bonne volonté. » Le contenu du rapport, lui, ne laissait aucune place au doute. Les services français avaient recensé pas moins de 15 réunions clandestines entre représentants britanniques, américains et australiens tenues entre janvier et septembre 2021. Aucune d'elles n'avait été mentionnée à Paris. Et le plus glaçant, certaines de ces rencontres avaient eu lieu à 2 pas des délégations françaises, en marge même de sommets officiels, où la France pensait négocier avec des partenaires de confiance. Parmi toutes les découvertes, l'une d'elles fit l'effet d'un uppercut diplomatique. Pendant que Macron partageait un déjeuner cordial avec Johnson, discutant sagement d'avenir européen, une scène bien différente se jouait quelques portes plus loin. Dans une salle discrète du même hôtel, les conseillers britanniques s'étaient éclipsés pour rejoindre en secret leurs interlocuteurs australiens. Là, loin des regards français, ils peaufinèrent les derniers détails du plan destiné à pousser Paris hors du jeu. Une trahison en pleine lumière, mais à huis clos. C'est de la félonie à l'état brut, lâcha un diplomate français hors de lui. Et pourtant, ce n'était que l'avant-goût du scandale. Le pire restait encore à dévoiler. Ce que les agents français mirent au jour avait de quoi faire trembler plus d'un conseil d'administration. Dès les premiers mois de 2021, soit bien avant l'annonce publique de l'AUKUS, des géants britanniques comme B-Systems et Rolls-Royce s'activèrent déjà en coulisses pour préparer leur entrée sur le marché australien. En clair, pendant que Naval Group pensait encore avoir le vent en poupe ses rivaux d'outre-Manche, savait que l'orage arrivait et gardait le silence pour ne pas gâcher l'effet de surprise. Un coup monté calculé dans les moindres détails. Bruno Le Maire, ministre français de l'économie, ne mâcha pas ses mots en découvrant les preuves. C'est de la compétition truquée par l'État britannique lui-même. Ils ont détourné un pacte militaire pour dégager nos entreprises d'un contrat parfaitement légitime. Une entorse flagrante à toutes les règles du commerce international. Ces révélations ne firent que durcir la volonté de Lecornu. Pour lui, le sommet du G7 ne serait pas une simple réunion protocolaire, mais une scène mondiale. Il comptait y dévoiler preuve à l'appui l'ampleur de la trahison britannique et exiger face caméra réparation pour les entreprises françaises sacrifiées sur l'autel du cynisme anglo-saxon. Rien n'avait été laissé au hasard dans la préparation de cette confrontation. Chaque mot, chaque preuve, chaque point d'attaque avait été peaufiné avec une précision chirurgicale. En coulisses, Jean-Yves Le Drian, l'ancien chef de la diplomatie française et témoin privilégié de la tempête AUKUS, avait transmis sans filtre le récit complet de cette trahison orchestrée. Il connaissait les dates, les visages, les silences complices. Et surtout, il savait ce que cette blessure avait coûté à la France, bien au-delà des milliards envolés. Sébastien, tu dois bien saisir que ce n'est pas juste une affaire commerciale enterrée. C'est la colonne vertébrale de notre confiance en l'Occident qui s'est brisée. Si ceux que nous appelons nos plus proches partenaires sont capables de trahir en souriant, alors à quoi bon croire encore au mot « alliance » ? Ces mots avaient frappé Lecornu de plein fouet. Il avait compris que sa mission ne se limitait pas à défendre des intérêts industriels, mais à relever le drapeau d'une France humiliée, à rappeler qu'une nation respectée ne peut tolérer le mépris. Et dans un souffle grave glissé à son équipe, il lâcha « Starmer va apprendre et de la plus dure des manières qu'on ne poignarde pas la France sans conséquence. » Le grand jour arriva. À 15h30 pile, dans l'atmosphère feutrée de la salle plénière du G7 à Hiroshima, Starmer gravit la tribune avec l'élégance tranquille d'un héritier de Westminster. Costume gris anthracite tiré à 4 épingles, cravate rouge impeccablement nouée, il incarnait à lui seul cette nouvelle vague de dirigeants britanniques, bien décidés à marier les rêves post-Brexit à la complexité brutale du monde réel. La posture était assurée presque théâtrale, digne d'un Royaume-Uni qui n'a jamais vraiment renoncé à sa grandeur diplomatique. Il entama son discours d'un ton mesuré mais chargé d'intention. « Mesdames, Messieurs, chers collègues du G7,
L'élocution était ciselée dans le marbre d'Oxford, cette musique des élites britanniques polies par des siècles d'entraînement au pouvoir. Je me tiens devant vous aujourd'hui pour évoquer un enjeu fondamental de notre époque, comment préserver ensemble nos valeurs démocratiques alors que les équilibres du XXIe siècle vacillent. Tout au long de son intervention, il jonglait habilement entre concepts géopolitiques et envolées lyriques sur la solidarité transatlantique. La montée irrésistible de Pékin dans le Pacifique servait de toile de fond. Starmer plaidait pour une refonte des alliances, une mise à jour des pactes militaires occidentaux, quitte à prendre des décisions douloureuses, mais selon lui nécessaires. L'AUKUS, chers collègues, n'est en aucun cas une exclusion, lançait Starmer d'un ton qui se voulait rassurant, mais qui sonnait étrangement mécanique. Ce partenariat symbolise le nec plus ultra de la coopération technologique entre démocraties. Il incarne notre capacité collective à partager les avancées les plus sensibles au nom de la paix mondiale. L'énoncé bien rodé brillait par sa pureté rhétorique comme un spot publicitaire pour un traité militaire. Mais ensuite vint la phrase qui fit vaciller les sourcils de toute la délégation française. Nous comprenons bien entendu que certains de nos amis aient pu être déçus par l'évolution de la situation avec Canberra. Mais les impératifs de la géopolitique actuelle imposent parfois des choix rapides et discrets. Ce qui compte, ce n'est pas tant le fournisseur que la solidarité face au régime autoritaire. Un propos soigneusement calibré pour frotter là où ça fait mal. Et comme si ce n'était pas suffisant, Starmer décida de porter l'estocade. La France est et restera un pilier essentiel pour l'Europe. Mais dans la région Indo-Pacifique, il est naturel que d'autres configurations prévalent. Chaque pays doit savoir où s'arrête son périmètre d'influence, tant géographique que stratégique. Un coup d'élégance dans le dos. La dernière tirade de Starmer résonna comme une claque diplomatique en pleine figure de la délégation française. En une phrase, il venait de tracer une frontière mentale sur la carte du monde à la France, l'Europe aux anglo-saxons, le Pacifique. Autrement dit, Paris n'avait qu'à rester dans son jardin pendant que Londres et ses cousins linguistiques se partageaient les océans. Dans la salle, plusieurs chefs d'État échangèrent des regards pesants entre malaise, surprise et consternation retenue. Mais le Premier ministre britannique, grisé par le silence ambiant qu'il interpréta comme un blanc-seing, décida de ne pas s'arrêter en si bon chemin. Il enfonça le clou avec enthousiasme. L'AUKUS est la preuve éclatante que le Brexit n'a en rien isolé notre pays. Il nous a au contraire libérés du carcan européen, nous permettant de bâtir des alliances plus vastes, plus naturelles avec nos partenaires anglophones. Cette déclaration, sous ses airs de fierté souveraine, avait tout d'un missile rhétorique lancé contre Bruxelles. Pour la France, c'était déjà une humiliation. Mais là, Starmer venait d'aligner toute l'Union européenne dans sa ligne de mire, la qualifiant à peine voilée de fardeau inutile, d'obstacle gênant à la vraie grandeur britannique. Dans les rangs français, les sourires s'étaient figés. Les traits s'étaient durcis, les regards devenus opaques. Le cornu lui restait impassible, concentré, griffonnant dans son carnet comme un stratège qui sait que son heure approche. Pendant ce temps, Starmer concluait son plaidoyer d'un ton faussement conciliant. « J'ai confiance en la capacité de nos amis français à dépasser leurs frustrations légitimes pour s'inscrire pleinement dans notre vision partagée de la sécurité occidentale. Les choix que nous faisons aujourd'hui seront jugés par l'histoire. » Quelques applaudissements suivirent polis, mais sans chaleur. L'enthousiasme, s'il existait, était limité à la table des Américains et des Australiens. Ailleurs, les visages étaient fermés, l'atmosphère épaisse comme avant l'orage. Tous les regards convergèrent vers le cornu. Lorsqu'il demanda la parole, ce fut sans éclat. Mais lorsqu'il se leva, toute la salle se redressa avec lui. D'un pas mesuré, port droit et regard perçant, il se dirigea vers la tribune avec l'allure d'un officier montant au front. Il planta ses yeux dans ceux de Starmer sans détour, et d'une voix calme mais coupante comme un scalpel, il lâcha. « Monsieur le Premier ministre Starmer, je vous remercie pour cette brillante démonstration de géopolitique version Empire. À mon tour maintenant de vous offrir une leçon sur ce que signifie réellement le mot « alliance » lorsqu'il est prononcé entre nations qui se respectent.
L'offensive fut fulgurante, directe, sans préambule. Le cornu d'un geste lent mais assuré sortit de sa serviette un épais dossier noir, le genre de document qu'on ouvre qu'en sachant qu'il va faire trembler les murs. Il le posa sur la tribune avec une précision chirurgicale, leva les yeux vers Starmer et d'une voix calme mais implacable lança « Vous parlez de décisions prises dans l'urgence et le secret fort bien. Permettez que je vous rafraîchisse la mémoire étape par étape sur la manière dont vous avez méthodiquement orchestré cette trahison. » Le mot était tombé. Trahison, nette, brutale, sans fioriture. Un frisson parcourut la salle. On aurait pu entendre un stylo tomber. Et le cornu poursuivit implacable, déroulant sa chronologie comme on dégoupille une grenade. Janvier 2021, premier contact secret entre vos services et les Américains pour sortir la France du jeu australien. Mars 2021, vos champions nationaux B-Systems et Rolls-Royce s'activent déjà pour préparer leurs offres bien avant toute annonce. Juin 2021, pendant que le président Macron partage un déjeuner cordial avec Boris Johnson au sommet du G7 en Cornouailles, vos conseillers, eux, sont à quelques mètres, en train de négocier dans l'ombre avec les Australiens dans l'hôtel voisin. Chaque nouvelle information tombait comme une enclume sur la crédibilité britannique. La salle retenait son souffle. Starmer tenta un sursaut, voulant reprendre la main. « Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de contester ces affirmations. » Mais le cornu le coupa net d'un ton sec comme un couperet. « Ce ne sont pas des affirmations, monsieur Starmer. Ce sont des preuves. Recueillies, croisées et validées par nos services de renseignement. » Puis implacable, il reprit sa démonstration comme un procureur déroulant son acte d'accusation. Septembre 2021, Le Monde découvre l'AUKUS dans les médias et nous, vos partenaires, l'apprenons en même temps que les journalistes. Pas un appel, pas un message. Résultat, un contrat de 65 milliards d'euros rayé de la carte, 4000 emplois français sacrifiés, une décennie d'étroite collaboration, balayée sans un mot, et vous osez appeler cela vision stratégique du XXIe siècle. Désormais, chaque mot prononcé par le cornu retenait l'attention d'une salle figée, captivée par ce duel verbal. Starmer, visiblement ébranlé, tenta de recentrer le débat. Ce qui compte aujourd'hui, c'est l'unité du monde libre face aux menaces chinoises. Mais le cornu, sans attendre la fin de la phrase, lui coupa la parole avec une colère maîtrisée. « Vous parlez d'unité. Quelle unité peut survivre à un coup de couteau planté entre les omoplates de ses propres alliés? » Et la charge continua implacable. « Vos services ont utilisé des données confidentielles pour saboter nos offres. Ce n'est plus de la compétition commerciale, c'est du vol pur et simple. De l'espionnage industriel déguisé sous un drapeau ami. » L'accusation claqua dans l'air comme un coup de fouet. L'assistance tressaillit. Starmer tenta de réagir, le ton plus nerveux. Ces allégations sont mensongères, mais le cornu ne lui laissa aucun répit. Il sortit calmement une feuille de sa pochette. « Vraiment. Alors peut-être pouvez-vous nous expliquer comment ce rapport confidentiel du GCHQ, daté de mai 2021, et analysant nos spécifications techniques, a atterri sur votre bureau. Si ce n'est pas de l'espionnage, c'est quoi? Une coïncidence postale. » La tension montait d'un cran et Starmer commençait à vaciller sous le poids des accusations. Mais le cornu n'en avait pas fini. Il ouvrit un second dossier d'un geste calme mais déterminé et changea d'angle d'attaque l'économie. Puisque vous parlez d'alliances naturelles, penchons-nous un instant sur les chiffres réels. Et là, il frappa, là où ça fait mal, les échanges commerciaux entre Paris et Londres, 67 milliards d'euros par an. Entre Londres et Canberra, à peine 13. En clair, vous avez décidé de tourner le dos à un partenaire clé pour vous jeter dans les bras d'un allié secondaire. C'est ça votre sens stratégique, une boussole sans aiguille. Les statistiques étaient implacables, les écarts criants. Une démonstration brutale qui révélait non seulement l'ineptie économique de la manœuvre britannique, mais aussi l'arrogance aveugle d'une nation persuadée d'être encore au centre du jeu mondial. Et le cornu n'allait pas s'arrêter là, son objectif désormais était de frapper au cœur même de la fierté britannique. Et puisque vous évoquez les grands principes, monsieur le Premier ministre, permettez-moi de rafraîchir votre mémoire. La voix de le cornu se fit grave, presque cérémonieuse. Le silence se fit total. Quand les bombes de la Luftwaffe
pleuvait sur Londres qui restait debout à vos côtés, la France libre, celle du général de Gaulle. Lorsqu'il fallait libérer les plages de Normandie qui débarquaient avec vous, nos soldats. Et en 1982, quand vos navires faisaient cap vers les Malouines, qui plaidaient votre cause au Conseil de sécurité La France encore. Chacune de ces évocations sonnait comme un rappel à l'ordre, une leçon d'histoire, une piqûre de mémoire dirigée droit au cœur de ceux qui avaient oublié les gestes passés. Dans la salle, les regards devenaient humides, les mâchoires serrées. L'émotion était palpable. Et puis le cornu frappa là où ça faisait le plus mal. « Et quelle a été votre gratitude, monsieur Starmer, de l'espionnage des poignards dans le dos? Une exclusion méthodique de ce que vous appelez vos alliés naturels. » Un silence tendu précéda la phrase qui allait glacer la salle. « Si c'est ainsi que vous traitez vos amis, alors peut-être préférerions-nous vos ennemis. » Un murmure parcourut l'assemblée. Quelques sourires discrets s'échappèrent à peine réprimés. Même dans les arcanes du pouvoir, la franchise brutale fait parfois mouche. Starmer, blême comme un drap d'hôpital, tenta de se raccrocher à ce qu'il croyait être une bouée. Il en va de la stabilité dans le Pacifique, mais à peine les mots eurent franchi ses lèvres que le cornu bondit sur l'occasion comme un rapace. « Ah, le Pacifique! Parlons-en justement. Vous voulez nous expliquer les enjeux là-bas? Très bien, permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire, la France est présente dans le Pacifique. Pas symboliquement, concrètement. Avec des territoires, des bases et surtout des citoyens. 2 millions de Français vivent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, à Wallis et Futuna. Et vous venez nous dire, la bouche en cœur, que nous n'avons rien à faire dans la région, vraiment. » Puis, dans un calme glacial, il lâcha la phrase qui cloua définitivement Starmer au mur. Avant de distribuer des leçons de géopolitique, commencez donc par ouvrir un atlas. L'humiliation était totale. Le Premier ministre britannique figé réalisait qu'il venait de perdre la bataille des arguments sur un terrain aussi élémentaire que la géographie. Mais le cornu n'en avait pas fini. Non, le bouquet final n'était pas encore tiré. Mais vous savez ce qui est le plus irréparable dans tout cela, monsieur le Premier ministre? Ce n'est ni le contrat perdu, ni les milliards envolés. Non. Ce que vous avez fracassé, c'est la confiance. Ce lien invisible mais essentiel qui permet aux nations alliées de marcher ensemble. Comment construire une coopération solide quand l'un ment trahit et écoute aux portes dès qu'un intérêt personnel pointe le bout de son nez? Puis le cornu laissa tomber sa phrase finale comme une sentence gravée dans le marbre. « AUKUS !» Ce n'est pas une alliance, monsieur Starmer. C'est un club privé d'anciens empires coloniaux anglo-saxons qui s'entête à refuser à la France le statut de partenaire à part entière. Et bien qu'il en soit ainsi, la France n'est plus en quête de votre amitié. Vous avez fait vos choix, nous ferons les nôtres. Et là, le silence tomba. Un silence si dense qu'on aurait pu l'entendre résonner dans les couloirs de l'histoire. Starmer, d'ordinaire si sûr de lui, apparut pour la première fois, déstabilisé comme vidé de sa superbe. Il tenta de murmurer quelques banalités sur le dialogue entre nations, mais même sa voix tremblante semblait consciente qu'il avait perdu le fil. Le choc fut immédiat. Comme une onde sismique diplomatique, la confrontation entre le cornu et Starmer embrasa la planète en quelques heures. Les extraits de ce duel oratoire tournaient en boucle sur les réseaux sociaux, inondaient les chaînes d'infos en continu et faisaient le tour du monde comme un uppercut politique en direct. Le mot-clic « Le cornu vs Starmer » s'imposa rapidement en tête des tendances mondiales divisant le web entre partisans de la fierté gauloise et inquiets d'un schisme profond au sein du bloc occidental. Outre-Manche, la tempête médiatique s'enflamma aussi vite qu'un tea time oublié sur le feu. La presse conservatrice, avec The Telegraph et The Times en chef de file, se déchaîna contre ce qu'elle qualifiait d'orgueil hexagonal insupportable et de diplomatie à la menace. En face, The Guardian et The Independent plus mesurés reconnurent, dans plusieurs tribunes, que la colère française, aussi théâtrale fût-elle, n'était pas totalement infondée. Mais c'est dans l'opinion que le coup a porté le plus fort, et c'est Starmer qui encaissa. Un sondage YouGov publié 48 heures à peine après le clash d'Hiroshima révélait une fracture nette. 43% des Britanniques pensaient que leur gouvernement aurait dû faire preuve de plus de respect envers Paris. Ce chiffre en soi n'aurait pas été dramatique
s'il n'avait pas souligné le début d'un effritement du leadership starmerien. En France, c'était l'explosion d'orgueil. Une fierté nationale longtemps en sommeil venait de se réveiller brutalement. D'après un sondage, 67% des Français validaient sans réserve la posture intransigeante de leur Premier ministre. C'était la première fois depuis belle lurette qu'un dirigeant français se dressait ainsi sans trembler face aux Britanniques. Et cela transcendait les clivages partisans de l'extrême gauche à la droite classique. Tout le monde semblait savourer cette revanche diplomatique. Marine Le Pen y vit la preuve que la France retrouvait enfin son honneur. Jean-Luc Mélenchon salua une salve bien placée contre l'arrogance anglo-saxonne. Et même Valérie Pécresse, pourtant peu encline aux grandes démonstrations nationalistes, admit que le cornu avait porté haut les couleurs de la République. Une telle union sacrée n'était pas courante et elle propulsait le cornu en figure incontournable sur l'échiquier mondial. Mais c'est à Washington que les secousses furent les plus gênantes. L'administration Biden, coincée entre son fidèle Londres et une Paris furieuse, tentait de jouer les équilibristes. L'opération de damage control battait son plein, mais les accusations d'espionnage lâchées par le cornu jetaient un froid. Comment soutenir les Anglais sans admettre qu'on était dans le coup depuis le début? La Maison-Blanche n'avait jamais autant transpiré dans un G7. Mais le plus inquiétant, c'est que l'onde de choc avait atteint jusqu'au travées du Capitole. À Washington, le Congrès commençait sérieusement à se demander si l'AUKUS n'était pas en train de fracturer le socle fragile de la solidarité transatlantique. À l'initiative de Chris Murphy, un groupe de sénateurs démocrates montait au créneau. Il était temps, disait-il, de revoir les contours de cette alliance triangulaire pour éviter qu'elle ne devienne un cheval de Troie dans la lutte commune contre Pékin et Moscou. 6 mois plus tard, l'atmosphère entre Paris et Londres était glaciale, une tension diplomatique que l'on n'avait plus vue depuis l'affaire de Suez. Starmer, en perte de vitesse, encaissait les critiques. En coulisses, certains ministres de son propre camp lui reprochaient d'avoir envenimé une relation déjà fragile pour des gains diplomatiques douteux. Et tous s'accordaient à dire qu'il n'avait pas anticipé la puissance de feu rhétorique de Le Cornu. Ce dernier lui ressortait de cette passe d'armes avec un prestige renforcé. Son discours ferme mais maîtrisé avait résonné à travers l'Europe comme un modèle de posture diplomatique. Lors du sommet européen suivant, plusieurs chefs d'État sans faire de bruit vinrent lui glisser quelques mots d'admiration. Le Cornu venait en une tirade de repositionner la France au cœur du jeu continental. Cette vague d'admiration européenne ne tarda pas à se concrétiser. La France, jusque-là écoutée poliment, devenait une voix qui comptait vraiment à Bruxelles. Sur les dossiers les plus brûlants, sécurité continentale, souveraineté, stratégique, rapport avec Pékin-Paris, s'imposait désormais comme chef de file. Un basculement discret mais décisif. Les livres d'histoire, eux, retiendront sans doute ce moment suspendu 7 petites minutes sur une estrade à Hiroshima qui suffirent à rebattre les cartes du leadership occidental. En tenant tête aux puissances anglo-saxonnes sans briser l'unité des démocraties, Le Cornu n'avait pas seulement lancé un plaidoyer, il avait réhabilité le courage politique. Comme l'écrivait Le Figaro avec un sens aigu du symbole, en moins de 10 minutes, Le Cornu a redoré le blason diplomatique tricolore et prouvé que toutes les trahisons ne restent pas impunies. Fini le temps où la France baissait la tête devant Londres. Une page s'est tournée avec fracas. Derrière le choc diplomatique qui allait embraser les écrans du monde entier, se dissimulait une manœuvre souterraine d'une précision chirurgicale montée dans le plus grand secret. En vérité, la riposte française n'était pas née à Hiroshima, mais bien 8 mois plus tôt, au cœur des installations hermétiques de la DGSE boulevard Mortier. C'est là qu'avait été déclenchée une des plus vastes opérations de renseignement de la décennie visant à démanteler le voile d'opacité autour du pacte AUKUS, nom de code DALS, un clin d'œil sarcastique au dédale de mensonges tissés par Londres. 30 agents chevronnés avaient été déployés stratégiquement entre Canberra, Washington, Londres et d'autres capitales alliées. Leur mission: d'un côté, tracer minutieusement le fil de la trahison pour établir les responsabilités dans les moindres détails. De l'autre, réunir des preuves solides, irréfutables sur la guerre économique menée en sous-main contre les entreprises françaises. Lors du premier briefing, le chef de la DGSE avait prévenu d'un ton calme, mais sans détour: « Monsieur le Premier ministre, il n'est plus question de rester spectateur d'un affront pareil.
Si nous voulons riposter intelligemment, nous devons connaître chaque acteur, chaque date, chaque canal utilisé. Grâce à cette opération, nous aurons les armes pour réduire à néant la légitimité britannique aux yeux du monde. Les fruits de l'opération Dahl surpassent certes les scénarios les plus optimistes des stratèges de Paris. Grâce à une pénétration chirurgicale des systèmes de communication interne de plusieurs entreprises d'armement britanniques et en croisant ces données avec les résultats d'écoute diplomatique classiques, les analystes de la DGSE parvinrent à reconstituer un tableau aussi limpide que glaçant de la machination orchestrée par Londres et ses complices. Le document qui fit l'effet d'une véritable déflagration au sommet de l'État français fut un mémo ultra confidentiel émis par le MI6 daté du 18 janvier. Dégoté par un agent français infiltré en plein cœur du renseignement britannique, ce papier compromettant dévoilait une opération secrète baptisée sans détour Pacific Crown. L'intention y était limpide, faire disparaître l'influence de la France dans la région Indo-Pacifique coûte que coûte, et le plus accablant restait à venir. Le texte rédigé sans phare exposait noir sur blanc la méthode objectif principale, éliminer Naval Group du marché australien en vantant une solution plus avancée sur le plan technologique. Objectif secondaire, marginaliser Paris des cercles de décision géostratégique dans le Pacifique. Le troisième objectif de cette manœuvre n'avait rien de militaire. Il s'agissait de montrer au monde que la Global Britain post-Brexit se voyait capable de défier les ambitions bien ancrées de la France. Pour les analystes français, la confirmation était amère. AUKUS n'était pas né d'une nécessité stratégique face à Pékin, mais d'une volonté claire de rabaisser Paris et d'affirmer la suprématie britannique sur le Pacifique après la sortie de l'UE. Une guerre économique travestie en coopération militaire. Lâcha Bruno Le Maire en feuilletant l'épreuve. Mais l'opération Dahl ne s'était pas arrêtée. Là, elle avait mis au jour un véritable inventaire de pratiques embarrassantes. Les agents français avaient documenté au moins 23 campagnes d'espionnage ciblant les fleurons de l'industrie française, Thales, Dassault, Safran, Airbus. Tous les géants de la défense tricolore avaient été scrutés, infiltrés et analysés par les services britanniques avec un zèle hors norme. Parmi les découvertes les plus scandaleuses figurait un épisode digne d'un thriller géopolitique, alors que Dassault négociait discrètement avec l'Inde pour la vente de Rafale. Les services français mirent au jour une opération d'espionnage d'une ampleur ahurissante. Pendant 6 mois, le GCHQ britannique avait siphonné l'intégralité des échanges confidentiels entre Paris et New Delhi, les avait décryptés puis transmis ces informations sensibles à BAE Systems afin d'aider le géant britannique à bâtir une contre-offre taillée sur mesure. Éric Trappier, le patron de Dassault, explosa de colère en découvrant les preuves. « Voilà ce qui arrive quand un État se mêle de truquer la concurrence », tonna-t-il furieux. Macron lui tomba des nues. Lors d'un conseil de défense extraordinaire, il laissa éclater son indignation. Comment peut-on prétendre être des alliés tout en pratiquant un espionnage aussi systématique ? Et la conclusion du chef de l'État fut sans ambiguïté. Cette duplicité britannique doit cesser. Et il est temps qu'elle ait un prix. C'est dans cette atmosphère explosive qu'il confia à Lecornu une mission sans précédent, élaborer une contre-offensive diplomatique massive. Il ne s'agissait plus seulement de protester contre l'AUKUS, mais de dévoiler au grand jour l'immensité des manœuvres britanniques pour que Londres réfléchisse à 2 fois avant de recommencer. Pour orchestrer sa riposte, Lecornu avait monté une véritable cellule de guerre diplomatique rassemblant les plus fins spécialistes français du monde anglo-saxon. Parmi eux, Sylvie Berman, ancienne ambassadrice à Londres et encyclopédie vivante des subtilités psychologiques britanniques, disséquait avec précision les fragilités de l'élite londonienne. « Monsieur le Premier ministre, avait-elle expliqué avec un calme chirurgical, rien ne déstabilise davantage les Britanniques qu'une accusation d'espionnage entre alliés. Leur image de gentlemen du fair play, ils y tiennent plus qu'à leur thé. Prouver que Londres nous surveille en douce et tout leur vernis diplomatique s'effondre. » Ce diagnostic devint la boussole de la stratégie française. Plus question de s'indigner simplement contre l'AUKUS, Lecornu allait exhiber devant le monde entier les preuves d'espionnage britannique pour frapper au poing
le plus sensible l'ego national et briser l'aura de respectabilité dont Londres se drapait depuis des décennies. Pour décortiquer la dimension militaire de l'affaire Le Cornu, avait également fait appel à l'expertise de Pierre Vendier, ex-amiral et ancien patron de la Marine nationale. Et son verdict avait été sans appel: Sébastien Lacus tient plus du geste politique que de la logique opérationnelle. Les sous-marins nucléaires promis par Londres ou Washington n'arriveront pas avant des lustres. Ils ont sacrifié l'efficacité militaire sur l'autel de leur vanité stratégique. Cette conclusion technique venait renforcer un constat déjà accablant. L'accord AUKUS n'était pas seulement une déloyauté diplomatique, mais un fiasco stratégique capable d'affaiblir l'ensemble du dispositif occidental dans le Pacifique. Quant au volet économique, il avait été méticuleusement assemblé par Agnès Pannier-Runacher, la ministre de l'Industrie, qui avait dressé un inventaire glaçant des dégâts pour l'industrie française. 65 milliards d'euros envolés, soit l'équivalent du budget annuel de l'éducation nationale, avait-elle résumé. 4 000 emplois directs rayés de la carte, 12 000 postes indirects en suspens, une catastrophe industrielle à échelle nationale. Les ambitions géopolitiques tant britanniques ont broyé des foyers français. Cette phrase, appuyée par les chiffres accablants, donnait soudain un visage humain à ce qui n'aurait pu rester qu'un froid différend diplomatique. L'affaire cessait d'être abstraite, elle devenait une tragédie sociale ressentie dans les usines, les ports et les familles frappées de plein fouet. Le Cornu comptait bien transformer cette douleur collective en arme politique. Son objectif touchait la corde sensible de l'opinion internationale et isoler Londres sur la scène mondiale. Mais l'innovation majeure de la stratégie française ne se trouvait ni dans les dossiers secrets, ni dans les arguments techniques. Elle résidait dans la maîtrise des réseaux sociaux et de la dynamique émotionnelle globale. Anne-Sophie Bradel, la chef de la communication de Matignon, avait conçu une machine numérique redoutablement sophistiquée, calibrée pour transformer la confrontation avec Starmer en phénomène viral planétaire, un récit capable de captiver autant que d'indigner. Monsieur le Premier ministre, l'époque des notes verbales et des sourires protocolaires est révolue, expliqua-t-elle sans détour. Dans un monde gouverné par les hashtags, l'opinion vaut autant qu'un sommet diplomatique. Si nous parvenons à transformer Starmer en incarnation publique de la duplicité britannique, alors la bataille médiatique sera déjà remportée. Cette révolution de la diplomatie par l'image constituait un virage audacieux pour la France, longtemps attachée à ses méthodes traditionnelles. Mais face à la puissance des outils de communication anglo-saxons, Paris avait décidé d'entrer dans l'arène numérique prête à appliquer des tactiques jusqu'ici inédites. L'entourage de Le Cornu avait d'ailleurs préparé une panoplie de réponses calibrées au froscadri pour chaque possible réaction du Premier ministre britannique. Il nie avoir espionné. Nous dévoilons les documents. Il relativise les dégâts économiques. Nous diffusons les témoignages des familles touchées. Il invoque l'unité occidentale. Nous rappelons l'historique des coups de poignard britanniques. Rien n'était laissé au hasard, chaque scénario avait son arme narrative. Cette mise en scène diplomatique préparée au millimètre trahissait la résolution inébranlable de Paris. Plus jamais la France ne courberait l'échine face aux manœuvres britanniques. « Cette fois, nous serons intraitables », glissa Le Cornu à son cercle le plus restreint. « Starmer va comprendre que la France n'est pas une cible facile. » Durant les 3 semaines précédant le G7 d'Hiroshima, Matignon s'était transformé en véritable centre d'entraînement stratégique. On y organisait des jeux de rôle éprouvants où Sylvie Berman incarnait un Starmer, plus vrai que nature mimant son ton professoral, ses réflexes rhétoriques et ses pirouettes diplomatiques, avec une précision déstabilisante. « Monsieur Le Cornu, vous consolidez la sécurité du monde libre », lançait-elle adoptant le célèbre accent oxfordien du Premier ministre britannique, à quoi Le Cornu répondait glacial « Madame l'ambassadrice, quand on espionne ses alliés, on dynamite la confiance occidentale. » Chaque échange affûtait un peu plus sa future riposte. Au fil des répétitions, son jeu gagnait en précision, ses répliques devenaient plus acérées, ses ripostes mieux calibrées, et même la gestion de ses émotions faisait partie de l'entraînement. Un psychologue expert des situations de crise l'avait aidé à muscler son sang-froid pour ne jamais se laisser déstabiliser par les provocations britanniques.
Monsieur le Premier ministre Starmer tentera de vous pousser à la faute. Il voudra vous faire exploser. Votre arme, ce sera la froideur absolue pendant que vous l'écraserez sous le poids des faits. Cet entraînement à la maîtrise de soi allait s'avérer décisif quand le chef du gouvernement britannique commença à vaciller sous les révélations françaises. Le cornu lui demeura impassible, presque glacial. Ce contraste rendait ses accusations encore plus écrasantes. Le trajet vers Hiroshima se déroula dans une atmosphère de mobilisation totale à bord de l'Airbus A330 présidentiel. Pendant 12 heures, le cornu relut minutieusement chaque pièce du dossier comme un stratège mémorisant les dernières variables avant une bataille majeure. Ses conseillers l'entouraient tels des officiers d'état-major, vérifiant ligne par ligne, peaufinant chaque mot, chaque tir cadré. « N'oubliez jamais ceci », avait soufflé Sylvie Bermann durant le vol en posant une main ferme sur l'accoudoir. « Vous n'êtes pas là uniquement pour défendre l'honneur de Paris. Vous parlez au nom de toutes les nations fatiguées des entourloupes anglo-saxonnes. Beaucoup pensent comme nous, mais aucun n'ose le dire. Faites-le pour eux. » Ces mots lourds de sens avaient ravivé la détermination de Le Cornu. À ses yeux, l'affrontement à venir n'était plus une querelle bilatérale entre Paris et Londres. Il devenait le porte-étendard d'un combat plus large, celui de la loyauté, de la transparence et du refus de laisser les alliances occidentales se bâtir sur des mensonges. Arrivé à Hiroshima, la tension était déjà palpable avant même l'ouverture officielle du sommet. Les médias du monde entier flairaient l'explosion diplomatique imminente. Entre journalistes français et britanniques, une bataille de récits faisait rage dans les couloirs, chacun tentant de prendre l'avantage dans la guerre de communication avant que les dirigeants ne montent sur scène. Au sein de la délégation britannique, une nervosité diffuse s'installait. Les services de renseignement de Londres avaient bien capté quelques signaux annonciateurs d'une riposte française, mais aucun n'avait imaginé l'ampleur du dossier explosif préparé à Paris, un véritable missile diplomatique en attente de lancement. Les Français vont nous resservir leur doléance habituelle sur l'AUKUS, avait assuré l'un des conseillers de Starmer persuadé de maîtriser la situation. On répliquera avec notre discours classique sur la stabilité du Pacifique. Ce ne sera qu'un échange protocolaire de plus. Cette erreur de jugement fatale allait précipiter la débâcle britannique. La veille de l'affrontement, un appel inattendu arriva pour Le Cornu. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, lui transmit un message sans ambiguïté. « Sébastien, l'Europe vous regarde. Il est temps de rappeler aux anglo-saxons que le continent n'est plus un simple figurant dans le jeu mondial. » Ce soutien discret acheva de sceller la détermination du Premier ministre français. Ce soutien venu d'Europe discret mais parfaitement explicite avait donné à Le Cornu une énergie nouvelle. Il ne parlait plus seulement au nom de Paris, il devenait le porte-voix d'un continent lassé des manœuvres anglo-saxonnes depuis le Brexit. À l'aube du jour décisif, à 6h30 pétante dans sa suite du Riga Royal, il s'était levé pour passer une dernière fois en revue son arsenal argumentaire. Aujourd'hui, je vais dire à Starmer et au reste du monde ce que les Européens pensent réellement de la duplicité britannique, lança-t-il à son directeur de cabinet. Londres ne nous piétinera plus sans réponse. C'est terminé. En arrivant au centre de conférence d'Hiroshima, il sentit immédiatement que la journée ne serait pas ordinaire. Une agitation rare régnait dans les couloirs, plus de 300 journalistes accréditaient un chiffre jamais vu pour un sommet de ce type. Les caméras des plus grandes chaînes, de CNN à NHK en passant par France 24, et la BBC étaient déjà braquées sur les acteurs du duel attendu. La tension presque électrique annonçait un choc diplomatique d'une ampleur historique. Dans l'immense salle plénière, l'air vibrait presque sous la tension. Personne n'était dupe, ce qui allait se dérouler ne ressemblait en rien à un simple échange protocolaire. On s'apprêtait à voir se tenir le procès symbolique de la diplomatie britannique post-Brexit, avec Le Cornu dans le rôle du procureur inflexible et Starmer malgré lui sur le banc des accusés. Lorsque Starmer entama son exposé, Le Cornu resta immobile, observant chaque phrase comme un faucon guette la moindre faille chez sa cible. Tout y passait, les pirouettes stratégiques, les leçons de morale britannique, les tentatives de minimisation. Chaque élément était soigneusement enregistré dans son esprit, prêt à être méthodiquement démantelé. Exactement comme prévu, pensa-t-il.
La même autosatisfaction, les mêmes artifices géopolitiques, la même façon de balayer la trahison française comme un détail. Très bien, je vais réduire tout cela en poussière point par point devant la planète entière. Et de fait, lorsque Starmer acheva son discours aux allures de plaidoirie maladroite, il avait ouvert devant le cornu une véritable autoroute pour la riposte. Ses justifications boiteuses sur la mise à l'écart de la France, ses références appuyées aux alliances naturelles anglophones, sa tentative grossière de minimiser l'humiliation française, tout correspondait exactement au scénario anticipé et soigneusement disséqué durant des semaines de préparation. C'est alors que le cornu déploya la prestation qui allait marquer l'histoire diplomatique. Chaque document qu'il brandissait, chaque détail qu'il révélait, chaque phrase qu'il articulait devenait une lame parfaitement affûtée, tranchant méthodiquement la crédibilité britannique sous les yeux stupéfaits des dirigeants du G7. Mais ce que personne dans la salle n'avait perçu, c'était la mécanique psychologique d'une précision clinique orchestrée derrière chacune de ces attaques. Formé par les meilleurs spécialistes français de la guerre cognitive, le cornu appliquait en direct des techniques de déstabilisation calibrées conçues pour fissurer progressivement la défense de son adversaire, tout en renforçant sa propre position, une démolition savamment contrôlée. La première stratégie reposait sur une avalanche de preuves. Chaque affirmation était immédiatement appuyée par un document irréfutable, empêchant Starmer de nier quoi que ce soit, sans paraître ridicule. La seconde consistait à faire monter la tension émotionnelle. Les révélations étaient révélées par paliers chacune plus explosives que la précédente, jusqu'au coup de massue final, l'espionnage économique. Troisième mouvement, renverser la dynamique. Au lieu de répondre aux critiques britanniques, le cornu transformait Starmer en prévenu sommé d'expliquer ses propres manœuvres. Enfin venait l'isolement moral en rappelant les moments clés de la solidarité franco-britannique. Le cornu peignait la trahison de Londres comme un acte presque impardonnable, non seulement politique mais éthique. Cette orchestration méthodique explique l'effet cataclysmique de la prestation de Le Cornu sur l'opinion mondiale. Ce n'était pas simplement un brillant exercice diplomatique, c'était une démonstration implacable de démolition psychologique d'un adversaire mené avec la précision d'un chirurgien et l'impact d'un coup de tonnerre. La déflagration médiatique qui suivit dépassa de très loin les anticipations les plus optimistes de Paris. En moins d'une demi-journée, les vidéos de l'affrontement avaient été sous-titrées en 31 langues et circulaient déjà sur l'ensemble de la planète. Des facultés de relations internationales improvisaient des conférences d'urgence pour décortiquer ce qui était désormais qualifié de séisme diplomatique. À Harvard, le professeur Joseph Ma résuma la portée de l'événement avec une formule qui fit le tour des réseaux académiques. En 7 minutes, le cornu a réécrit le manuel de la diplomatie moderne. Il a prouvé qu'on pouvait pulvériser un adversaire non pas par la menace, mais par la force pure des faits. À Oxford, le professeur Ranter alla dans le même sens. Nous venons d'assister à une rupture majeure dans l'équilibre occidental. Après cela, aucun dirigeant européen n'acceptera plus que les anglo-saxons définissent seuls l'avenir de l'Alliance. Mais c'est sans doute la réaction des services de renseignement du monde entier qui révéla le mieux la portée de l'événement. En brandissant en pleine séance publique des documents confidentiels volés aux Britanniques, le cornu venait de briser l'un des derniers tabous de la diplomatie moderne. Les Français viennent de franchir une ligne rouge, confia un cadre de la CIA. Dévoiler au grand jour l'espionnage entre alliés, c'est bouleverser les règles tacites du jeu. Cette audace française, cette transparence presque brutale commençait déjà à inspirer d'autres capitales. Berlin se replongeait ouvertement dans les écoutes américaines révélées par Snowden. Rome exigeait désormais des explications officielles sur les intrusions britanniques dans ses entreprises stratégiques. Peu à peu, l'Europe comprenait qu'elle pouvait, elle aussi, demander des comptes aux alliés qui la surveillaient. 6 mois après cet affrontement monumental, les répercussions géopolitiques étaient profondes et irréversibles. Les relations entre Paris et Londres demeuraient glaciales. Mais la France, elle avait gagné un capital d'influence et de respect sans précédent sur la scène internationale. Le cornu était devenu presque malgré lui l'incarnation d'une Europe
qui refusait désormais de courber la tête devant les puissances anglo-saxonnes. Aux yeux du continent, il symbolisait la rupture avec des décennies de complaisance diplomatique. Mais l'impact le plus profond allait bien au-delà de sa personne. L'affaire AUKUS avait servi de catalyseur brutal pour la naissance d'une véritable autonomie stratégique européenne. En découvrant la duplicité de leurs partenaires historiques, les Européens comprirent qu'il leur fallait bâtir leurs propres outils militaires technologiques et diplomatiques ou rester éternellement vulnérables. Cette mutation parfois qualifiée de nouvelle révolution française de la diplomatie occidentale atteignit son apogée lors du sommet de Prague en décembre. Pour la première fois, les 27 adoptèrent une charte de loyauté entre alliés imposant une transparence totale dans les relations de défense et interdisant formellement tout espionnage économique entre États membres. Le cornu a brisé un verrou psychologique, commenta Wolfgang Schinger, ancien président de la conférence de Munich sur la sécurité. L'Europe n'a plus peur de dire non aux États-Unis ou au Royaume-Uni lorsque ses intérêts vitaux sont en jeu. Quant à Le Cornu, il avait dépassé depuis longtemps le simple statut de chef de gouvernement. Il était devenu une icône planétaire, le porte-voix d'une Europe, décidée à ne plus se laisser manipuler par les puissances anglo-saxonnes. Son intervention au G7 d'Hiroshima entrait désormais dans les manuels, un cas d'école analysé dans toutes les académies diplomatiques, exemple rarissime d'un dirigeant capable d'allier audace politique, précision stratégique et courage frontal. L'histoire retiendra qu'en ce mois de mai 2026, dans une salle de conférence d'Hiroshima, un homme muni pour seule arme de la vérité réussit à infliger à l'un des plus anciens alliés de la France une humiliation diplomatique sans précédent. Et qu'en opposant la transparence à la dissimulation, l'intégrité à la duplicité, il ouvrit la porte à une Europe enfin prête à défendre ses intérêts face aux puissances qui l'avaient trop longtemps tenue pour subalterne.